En août 1978, 4 étudiants brillants de l'Université de Lyon disparaissent sans laisser de traces dans les Alpes françaises. Léa Fontaine, 22 ans, Marc Villeneuve, 23 ans, Sophie Garnier, 21 ans, et Julien Mercier, 24 ans, partent pour une randonnée de 3 jours dans la région de Chamonix. Tous sont des montagnards expérimentés. Tous connaissent parfaitement les dangers de la haute montagne. Pourtant, aucun d'entre eux ne reviendra vivant de cette excursion. Les recherches mobilisent des dizaines de sauveteurs pendant des semaines. On retrouve leurs sacs à dos abandonnés près d'un torrent, quelques vêtements éparpillés sur un sentier, mais jamais leur corps. Les familles passent 25 années dans l'incertitude la plus totale, entre espoir et désespoir. 25 années à se demander ce qui a bien pu arriver à ces jeunes gens pleins de vie. En 2003, lors de travaux de rénovation d'un vieux refuge de montagne, des ouvriers font une découverte qui va tout changer. Cachée dans une cavité du mur, une caméra photographique. À l'intérieur, une pellicule jamais développée. Lorsque les images apparaissent enfin dans le bain révélateur, elles montrent bien plus que les derniers moments de joie de ces étudiants. Sur les dernières photos, prises par Marc quelques heures avant leur disparition, on distingue une silhouette, un homme qui les suivait, un homme que personne n'aurait dû voir là. Qui était cet homme? Et surtout, pourquoi ces photographies sont-elles restées cachées pendant un quart de siècle? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes sur des cas mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'été 1978 marque un tournant dans l'histoire de France. Le pays sort à peine des événements de mai 68, la société française connaît de profondes transformations, et la jeunesse universitaire incarne cette soif de liberté et de découverte. À Lyon, 3e ville de France, l'université Claude Bernard bouillonne d'énergie créatrice et intellectuelle. C'est dans ce contexte que 4 étudiants se lient d'amitié au cours de l'année universitaire 77-78. Léa Fontaine étudie la biologie avec une passion particulière pour la botanique alpine. Originaire de Grenoble, elle a grandi au pied des montagnes et connaît les sentiers depuis l'enfance. Son père, Jacques Fontaine, travaille comme guide de haute montagne et lui a transmis son amour pour les sommets. Sa mère, Catherine, enseigne dans un lycée de Grenoble. Léa est une jeune femme réservée mais déterminée, connue pour sa rigueur scientifique et son sens de l'organisation. Marc Villeneuve vient de Clermont-Ferrand. Étudiant en géologie, il se passionne pour la formation des massifs montagneux et passe ses week-ends à photographier les paysages alpins avec son Nikon F2. Un appareil photo qu'il a acheté d'occasion après avoir économisé pendant 2 ans en donnant des cours particuliers. Grand, les cheveux châtains toujours un peu en désordre, Marc est le boute-en-train du groupe, toujours prêt à plaisanter même dans les situations difficiles. Ses parents, commerçants à Clermont-Ferrand, s'inquiètent parfois de le voir partir si souvent en montagne, mais ils respectent sa passion. Sophie Garnier étudie la littérature française avec une spécialisation en poésie romantique. Native de Lyon, elle habite encore chez ses parents dans le quartier de la Croix-Rousse. Son père, Antoine Garnier, est comptable dans une entreprise textile et sa mère, Monique, travaille comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Sophie est la benjamine du groupe, mais compense son jeune âge par une vivacité d'esprit remarquable. Elle a commencé la randonnée seulement 1 an auparavant, initiée par Léa, mais s'est rapidement prise de passion pour la montagne. Elle emporte toujours un carnet dans lequel elle note ses impressions et compose des poèmes inspirés par les paysages. Julien Mercier est le plus âgé du groupe. Étudiant en dernière année d'ingénierie civile, il envisage de se spécialiser dans la construction d'infrastructures en zone montagneuse. Originaire d'Annecy, il connaît bien les Alpes du Nord. Son père, Henri Mercier, ancien militaire reconverti dans l'enseignement technique, lui a inculqué le sens de la discipline et de la préparation. Julien est celui qui planifie méticuleusement chaque randonnée, qui vérifie la météo, qui calcule les temps de marche, qui s'assure que tout le matériel nécessaire est dans les sacs.
Fiancé à Isabelle Dumont, une étudiante en médecine, il prévoit de l'épouser l'année suivante, en juin 1979. Les quatre amis se sont rencontrés lors d'une sortie organisée par le Club alpin universitaire de Lyon en octobre 1977. Une connexion immédiate s'est créée entre eux, basée sur leur amour commun de la nature et de la montagne. Au fil des mois, ils ont effectué plusieurs randonnées ensemble dans le Vercors, le massif de la Chartreuse et les Bauges. À chaque sortie, leur confiance mutuelle grandissait, leur coordination s'améliorait. Ils formaient une équipe soudée, où chacun avait son rôle. Léa identifiait les plantes, Marc immortalisait les paysages, Sophie capturait l'essence poétique des lieux, et Julien assurait la logistique. Pour l'été 78, ils décident de s'attaquer à un projet plus ambitieux. Une randonnée de 3 jours dans les Alpes, dans la région de Chamonix, avec nuit en refuge. L'objectif est de rejoindre le refuge de Tête-Rousse le premier jour, puis de monter vers le glacier de Bionnassay le deuxième jour, avant de redescendre le troisième jour par un itinéraire différent. C'est une randonnée exigeante, mais parfaitement dans leur capacité. Ils préparent cette expédition pendant des semaines, étudiant les cartes topographiques, vérifiant l'équipement, contactant les gardiens de refuge pour réserver leur place. Le 14 août 1978, ils se donnent rendez-vous à la gare de Lyon-Part-Dieu à 6 heures du matin. Ils prennent le train pour Annecy, puis un autocar jusqu'à Chamonix. La météo est magnifique, un ciel bleu profond typique des étés alpins. À Chamonix, la ville grouille de touristes venus du monde entier pour admirer le Mont Blanc. Les quatre amis font leurs derniers achats dans une petite épicerie du centre-ville. Quelques conserves supplémentaires, du chocolat, des fruits secs. Ils vérifient une dernière fois leur matériel dans un café près de la place de l'église. À 13 heures, ils commencent leur ascension vers le refuge de Tête-Rousse. Le sentier serpente à travers les forêts de mélèzes, puis s'élève progressivement vers la limite des arbres. Léa s'arrête régulièrement pour observer les fleurs alpines, reconnaissant des edelweiss et des gentianes. Marc prend des dizaines de photos, captant les jeux de lumière sur les glaciers lointains. Sophie griffonne dans son carnet, essayant de trouver les mots justes pour décrire la majesté qui les entoure. Julien ouvre la marche, vérifiant régulièrement leur progression sur la carte. Ils arrivent au refuge de Tête-Rousse vers 18h30. Le bâtiment, construit en pierre grise, peut accueillir une 50aine de personnes. Le gardien, un homme d'une 60aine d'années nommé Robert Chauvin, les accueille chaleureusement. Il tient ce refuge depuis 15 ans et connaît chaque centimètre carré de la région. Ce soir-là, le refuge n'est qu'à moitié plein. Quelques familles allemandes, un couple de randonneurs suisses, 2 guides de haute montagne qui préparent une ascension du Mont Blanc pour le lendemain. Après le dîner partagé dans la grande salle commune, les quatre amis sortent admirer le coucher de soleil sur les sommets. Marc installe son Nikon sur un petit trépied qu'il a apporté et prend plusieurs clichés du Mont Blanc rougeoyant sous les derniers rayons du jour. C'est un moment de pure sérénité. Ils discutent de leurs projets d'avenir, des examens qui les attendent en septembre, des voyages qu'ils aimeraient faire. Sophie évoque son rêve de visiter la Grèce pour marcher sur les traces des poètes antiques. Julien parle de son mariage avec Isabelle et de leur projet d'acheter une petite maison près du lac d'Annecy. Léa confie qu'elle envisage de poursuivre ses études par un doctorat sur les écosystèmes alpins. Marc, lui, hésite encore entre devenir enseignant-chercheur ou partir travailler pour une compagnie minière au Canada. Ils se couchent vers 22 heures dans le dortoir commun, leurs sacs de couchage alignés les uns à côté des autres. Demain les attend une journée intense avec l'approche du glacier de Bionnassay. Le 15 août 1978, jour de l'Assomption, Léa, Marc, Sophie et Julien se réveillent à 5h30. Le refuge s'anime lentement. Dans la cuisine commune, le gardien Robert Chauvin prépare du café et dispose du pain, de la confiture et du fromage pour le petit déjeuner. Les 2 guides de haute montagne sont déjà partis depuis 4 heures du matin pour leur ascension du Mont Blanc. Les familles allemandes se préparent tranquillement pour une randonnée plus courte. Les 4 étudiants prennent leur petit déjeuner en silence, encore engourdis par le sommeil en altitude.
Julien révise une dernière fois l'itinéraire de la journée avec sa carte IGN au 25e mille. L'objectif est d'atteindre le glacier de Bionnassay, situé à environ 4 heures de marche, d'y passer quelques heures pour que Léa puisse étudier la flore périphérique et que Marc puisse photographier les formations glaciaires, puis de revenir au refuge en fin d'après-midi. À 7 heures précises, il quitte le refuge de Tête-Rousse. Le ciel est d'un bleu immaculé, pas un nuage à l'horizon. La température est fraîche, environ 8 degrés Celsius, parfaite pour la randonnée. Robert Chauvin les accompagne jusqu'à la porte et leur donne quelques conseils sur l'état du sentier. Il mentionne qu'il y a eu un petit éboulement la semaine précédente, à environ 2 kilomètres, mais que le passage reste praticable en faisant attention. Ce que les 4 amis ignorent, c'est qu'ils sont observés depuis leur départ du refuge. À une centaine de mètres derrière eux, dissimulé derrière un affleurement rocheux, un homme les suit. Son nom est Denis Arnaud, 42 ans, ancien gardien du refuge de Tête-Rousse. Il a été licencié 6 mois auparavant, en février 1978, après plusieurs incidents avec des randonneurs. Certains s'étaient plaints de son comportement agressif, de ses remarques déplacées envers les jeunes femmes, de ses accès de colère incompréhensibles. Une enquête administrative avait été menée et le club alpin français avait décidé de ne pas renouveler son contrat. Robert Chauvin l'avait remplacé. Denis Arnaud n'a jamais accepté cette humiliation. Originaire de la vallée de Chamonix, il considérait ces montagnes comme son territoire. Il vivait seul dans un petit chalet près des Ouches, sans famille proche, sans véritables amis. La montagne était toute sa vie. Perdre son poste de gardien avait été pour lui comme une amputation. Depuis février, il errait dans les environs, campant parfois illégalement près des refuges, observant les randonneurs d'un œil mauvais. Il avait développé une rancœur profonde envers tous ceux qui profitaient de la montagne, envers tous ceux qui venaient d'ailleurs, envers la jeunesse insouciante qui n'avait pas conscience de sa chance. Ce matin-là, il avait dormi à l'abri d'un surplomb rocheux à quelques centaines de mètres du refuge de Tête-Rousse. Il avait vu les 4 étudiants arriver la veille. Quelque chose en eux avait attisé sa colère. Leur jeunesse, leur bonheur évident, leur camaraderie. Il avait décidé de les suivre, sans plan précis, juste poussé par une pulsion obscure qu'il ne comprenait pas vraiment lui-même. Les 4 amis progressent sur le sentier, inconscients du danger qui les suit. Le chemin monte progressivement, serpentant entre les rochers et les névés résiduels. Léa s'arrête fréquemment pour photographier mentalement des plantes qu'elle identifiera plus tard dans ses guides botaniques. Marc multiplie les prises de vue, changeant de pellicule vers 9 heures. Il en est à sa 3e pellicule du voyage. Sophie marche juste derrière lui, s'émerveillant du paysage qui se déploie à chaque virage. Vers 10 heures, ils atteignent une zone rocheuse où l'éboulement mentionné par Robert Chauvin a effectivement perturbé le sentier. Des pierres de toute taille jonchent le passage, certaines encore instables. Julien demande à tout le monde de faire très attention et de passer un par un. Léa traverse la première, testant chaque prise avant d'y mettre son poids. Sophie suit, un peu nerveuse mais confiante. Marc s'arrête au milieu du passage et, avec son sens artistique habituel, décide de prendre quelques photos de la zone. Il recule de quelques mètres pour avoir un meilleur angle et commence à cadrer le paysage. C'est à ce moment précis que son objectif capte quelque chose d'inattendu. En arrière-plan, à environ 50 mètres en contrebas sur le sentier qu'ils viennent d'emprunter, une silhouette. Un homme seul, immobile, qui semble les observer. Marc trouve cela étrange. Les randonneurs solitaires ne sont pas rares, mais quelque chose dans la posture de cet homme, dans sa façon de rester figé, déclenche un léger malaise. Par réflexe de photographe, Marc ajuste son zoom et prend un cliché de l'homme, puis un deuxième. La distance est importante, mais son objectif de 200 mm devrait permettre de distinguer les détails. Julien appelle Marc pour qu'il traverse la zone d'éboulement. Marc range son appareil et rejoint ses amis. Il ne mentionne pas l'homme qu'il a photographié, se disant que ce n'est probablement rien d'important, juste un autre randonneur qui profite de la montagne comme eux. Ils continuent leur progression. Le sentier devient plus raide, plus technique.
Vers 11h30, ils font une pause pour boire et manger quelques barres énergétiques. Julien estime qu'ils sont encore à environ 1h30 du glacier. L'ambiance est joyeuse. Sophie lit à haute voix un poème qu'elle a composé le matin même, inspiré par la lumière sur les sommets. Léa et Marc applaudissent avec enthousiasme. Ce qu'ils ne remarquent pas, c'est que l'homme continue de les suivre. Denis Arnaud maintient une distance constante, utilisant les rochers et les dénivelés du terrain pour rester hors de vue. Il connaît ses sentiers par cœur, chaque pierre, chaque tournant. Il peut les suivre sans être vu. Sa respiration est lourde, pas à cause de l'effort physique. Il est habitué à l'altitude, mais à cause d'une rage qui monte en lui, une rage qu'il ne contrôle plus vraiment. Vers 13h, les 4 étudiants atteignent enfin la zone du glacier de Bionnassay. Le spectacle est à couper le souffle. La langue glaciaire descend majestueusement entre les parois rocheuses, sa surface bleu-blanc striée de crevasses profondes. Léa sort immédiatement son carnet de terrain et commence à répertorier les lichens et les mousses qui colonisent les rochers en bordure du glacier. Marc installe son trépied et commence une séance photo méthodique, capturant différents angles du glacier sous le soleil de midi. Sophie s'assoit sur un rocher plat, sortant son carnet pour écrire. Julien, toujours prudent, délimite mentalement une zone de sécurité, s'assurant que personne ne s'approche trop près des crevasses cachées sous une fine couche de neige. Il décide de rester là environ 2 heures avant de commencer la descente qui leur permettra de revenir au refuge vers 18h. C'est pendant ces 2 heures paisibles que tout va basculer. Denis Arnaud les observe depuis un promontoire rocheux situé à environ 150 mètres. Il est maintenant assez proche pour les entendre rire, pour voir leurs gestes insouciants. Quelque chose se brise définitivement en lui. Ces jeunes qui profitent de SA Montagne, qui rient sur un territoire qu'ils considèrent comme le sien, qui ont toute la vie devant eux alors que la sienne est détruite. La rationalité l'abandonne complètement. Vers 15h, alors que le groupe commence à ranger son matériel pour préparer la descente, Marc décide de prendre une dernière série de photos. Il se positionne de façon à avoir ses 3 amis au premier plan avec le glacier en arrière-plan. Léa, Sophie et Julien posent en souriant, les bras passés autour des épaules les uns des autres. Marc prend plusieurs clichés, ajustant l'exposition, changeant légèrement d'angle. Puis, toujours à travers son viseur, il aperçoit de nouveau la silhouette. L'homme est maintenant beaucoup plus proche, peut-être à 50 mètres, progressant vers eux entre les rochers. Cette fois, Marc sent un véritable frisson d'inquiétude. Il baisse son appareil et se retourne. L'homme est là, clairement visible maintenant, fixant le groupe avec une intensité troublante. Julien remarque le changement d'expression sur le visage de Marc et suit son regard. Il voit l'homme. Sophie et Léa se retournent aussi. Un silence étrange s'installe. L'homme ne dit rien, ne bouge plus, les regarde simplement. Il porte des vêtements de montagne usés, un sac à dos déchiré par endroits. Sa barbe de plusieurs jours et ses cheveux en désordre lui donnent un aspect négligé. Mais c'est son regard qui est le plus perturbant, un regard vide et hostile à la fois. Julien, toujours rationnel, décide de briser le silence. Il lève la main en un geste amical et lance un bonjour. L'homme ne répond pas. Julien essaie en anglais, pensant qu'il s'agit peut-être d'un touriste étranger. Toujours aucune réaction. Le malaise s'intensifie. Léa chuchote qu'il devrait peut-être commencer à descendre. Marc, instinctivement, lève son appareil et prend une dernière photo de l'homme, maintenant clairement visible dans son objectif. Ce geste photographie semble déclencher quelque chose chez Denis Arnaud. Il avance soudain de quelques pas, rapidement, agressivement. Julien crie à ses amis de rassembler leurs affaires immédiatement. Il s'exécute dans la précipitation, fourrant le matériel dans les sacs, sans leur organisation habituelle. L'homme continue d'avancer, accélérant le pas. Il est maintenant à 30 mètres. Les 4 étudiants commencent à descendre par le sentier, marchant vite, presque courant. Derrière eux, ils entendent l'homme qui les suit, qui accélère aussi. La panique commence à s'installer. Pourquoi cet homme les poursuit-il? Que leur veut-il? Julien essaie de garder son calme, guidant le groupe, choisissant les passages les plus rapides. Mais la montagne est traîtresse.
On ne peut pas courir sur ces sentiers sans risquer une chute mortelle. Après environ 20 minutes de descente rapide, essoufflés, ils arrivent à une bifurcation du sentier. Julien hésite une seconde. Le chemin principal redescend vers le refuge de Tête-Rousse, mais un sentier secondaire, moins fréquenté, s'enfonce dans une zone plus rocheuse avant de rejoindre un autre refuge plus au nord. Dans la panique, Julien fait un choix qui scellera leur destin. Ils pensent que s'ils prennent le sentier secondaire, ils pourront semer leurs poursuivants dans le dédale rocheux. Ils s'y engagent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Denis Arnaud connaît ce sentier encore mieux que le principal. C'est un chemin qu'il a parcouru des centaines de fois durant ses années comme gardien. Il sait exactement où il mène. Et surtout, il sait que dans environ 15 minutes de marche, il y a une zone isolée, entourée de hautes parois rocheuses, où personne ne pourra les entendre. Marc continue de marcher en arrière du groupe, jetant régulièrement des coups d'œil derrière lui. L'homme est toujours là, maintenant son allure, ne les lâchant pas. Marc a toujours son appareil autour du cou. Dans un geste mi-réflexe, mi-désespéré, il le lève plusieurs fois et prend des photos de leurs poursuivants. Peut-être ces images pourront-elles servir plus tard à l'identifier, si jamais ils s'en sortent et doivent porter plainte. Le sentier devient de plus en plus étroit, coincé entre des parois rocheuses qui s'élèvent de chaque côté. Le soleil commence à décliner, projetant de longues ombres. Sophie trébuche sur une pierre et tombe lourdement. Léa l'aide à se relever. Sophie a mal au genou mais peut continuer. L'adrénaline masque la douleur. Il continue, toujours poursuivi. Puis, soudainement, le sentier débouche sur une petite clairière rocheuse, exactement comme Denis Arnaud l'avait prévu. Des parois de plusieurs mètres l'entourent sur 3 côtés. Il n'y a qu'une seule sortie, celle par laquelle ils viennent d'arriver. Julien réalise immédiatement l'erreur. C'est un cul-de-sac. Il se retourne pour rebrousser chemin, mais il est trop tard. Denis Arnaud est là, bloquant le passage, un long couteau de chasse à la main. Les derniers rayons du soleil éclairent la scène comme un projecteur cruel. Marc, dans un dernier réflexe de photographe, lève son appareil et déclenche. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les dernières images sur la pellicule capturent l'homme qui avance vers eux, le couteau brandi, son visage déformé par une rage démente. Ce qui se passe ensuite ne sera jamais capturé par aucun appareil photo. Les détails de ces minutes terribles resteront gravés uniquement dans la pierre et la terre de cette clairière isolée. Le 16 août 1978 au matin, Robert Chauvin, le gardien du refuge de Tête-Rousse, commence à s'inquiéter. Les 4 étudiants lyonnais auraient dû revenir la veille, en fin d'après-midi. Ils pensaient qu'ils avaient peut-être décidé de bivouaquer près du glacier, même si ce n'était pas dans leurs plans initiaux. Mais maintenant, avec le lever du soleil, et toujours aucun signe d'eux, l'inquiétude se transforme en alarme. À 9 heures, après avoir attendu et scruté le sentier avec ses jumelles, Robert Chauvin contacte le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix par radio. Il explique la situation. 4 randonneurs expérimentés partis hier matin vers le glacier de Bionnassay ne sont pas revenus. Le lieutenant Jacques Beaumont prend l'appel au sérieux. Avec l'expérience, il sait que dans ces montagnes, même les randonneurs les plus prudents peuvent être victimes d'accidents soudains. Chutes de pierres, glissades, chutes dans des crevasses. À 11 heures, une équipe de 6 gendarmes de haute montagne commence les recherches. Ils suivent le sentier principal vers le glacier de Bionnassay, interrogeant au passage tous les randonneurs qu'ils croisent. Personne n'a vu les 4 étudiants. Vers 15 heures, ils atteignent la zone du glacier. Là, ils trouvent des traces de présence humaine récente. Des empreintes de plusieurs paires de chaussures de randonnée dans une zone de terre meuble, un emballage de barres énergétiques, une trace rectangulaire dans la poussière qui pourrait correspondre à un trépied photographique. Le lendemain, 17 août, les recherches s'intensifient. 20 gendarmes, des secouristes du PGHM, des bénévoles du club alpin ratissent systématiquement toute la zone. Un hélicoptère survole les vallées et les parois rocheuses, recherchant tout signe de corps ou d'équipement. C'est dans l'après-midi du 17 août qu'ils font une première découverte troublante. À environ 2 kilomètres en aval de la zone du glacier,
Sur le sentier secondaire qui mène vers le nord, ils trouvent 2 sacs à dos abandonnés. Les gendarmes les ouvrent avec précaution. À l'intérieur, des vêtements de rechange, des guides de montagne, des cartes, de la nourriture non entamée. Tout l'équipement est là, soigneusement rangé. Dans l'un des sacs, on trouve un portefeuille contenant la carte d'étudiant de Julien Mercier. Dans l'autre, le carnet de notes de Sophie Garnier, ses dernières lignes décrivant la beauté du glacier. Cette découverte est à la fois rassurante et profondément inquiétante. Rassurante parce qu'elle prouve que les étudiants sont bienvenus dans cette zone. Inquiétante parce que personne n'abandonne volontairement son sac à dos contenant toutes ses affaires en montagne. Le lieutenant Beaumont ordonne de concentrer les recherches sur ce secteur. Le 18 août, 100 mètres plus loin, sur le même sentier, on découvre un blouson appartenant à Léa Fontaine, puis une chaussure de randonnée. Ces découvertes éparpillées créent un tableau troublant. Pourquoi ces objets sont-ils dispersés ainsi? Les gendarmes envisagent plusieurs hypothèses. Une attaque d'animal sauvage, bien que rare dans les Alpes, un accident ayant provoqué une fuite précipitée ou quelque chose de plus sinistre. Les recherches se poursuivent pendant 10 jours. On fouille chaque crevasse accessible, on sonde les torrents, on inspecte chaque surplomb rocheux. Des chiens spécialement entraînés sont amenés et suivent les traces jusqu'à une zone rocheuse entourée de parois, puis perdent complètement la piste, comme si les 4 personnes s'étaient volatilisées. Le 28 août, les recherches officielles sont suspendues. Le procureur de la République de Bonneville, en charge de l'affaire, classe le dossier comme disparition inquiétante, présumée mortelle, probablement due à un accident de montagne. L'hypothèse officielle est qu'ils ont chuté dans une crevasse profonde qui ne pourra être explorée qu'au printemps suivant, quand la neige aura fondu. Une autre théorie suggère qu'un éboulement aurait pu les ensevelir dans une zone non encore localisée. Pour les familles, c'est le début d'un cauchemar qui durera 25 ans. Jacques et Catherine Fontaine, les parents de Léa, refusent d'accepter l'idée que leur fille a simplement disparu. Jacques démissionne de son poste de guide de haute montagne. Comment pourrait-il continuer à emmener des clients en montagne quand sa propre fille y a perdu la vie? Catherine développe une profonde dépression qui nécessitera plusieurs années de traitement. Chaque année, le 15 août, jour anniversaire de la disparition, il monte jusqu'au refuge de Tête-Rousse et passe la journée à marcher sur les sentiers, espérant contre toute logique trouver un indice que les recherches officielles auraient manqué. Les parents de Marc Villeneuve, Albert et Suzanne, ferment leur commerce à Clermont-Ferrand 6 mois après la disparition. Ils ne supportent plus le quotidien qui leur rappelle leur fils. Ils déménagent à Toulouse, cherchant à fuir les souvenirs. Mais on ne fuit pas vraiment le chagrin. Albert développe des problèmes cardiaques que les médecins attribuent en partie au stress constant. Suzanne conserve précieusement toutes les photographies prises par Marc au fil des années, ces milliers d'images qui témoignent de son regard unique sur le monde. Antoine et Monique Garnier, les parents de Sophie, restent à Lyon, mais leur vie s'est arrêtée le 16 août 1978. Leur maison de la Croix-Rousse devient un sanctuaire dédié à leur fille. Sa chambre reste intacte, ses livres alignés sur les étagères, son lit fait comme si elle allait revenir ce soir. Monique ne retourne jamais travailler à l'hôpital. Elle passe ses journées à lire et relire les poèmes de Sophie, cherchant dans ses mots une explication à l'inexplicable. Henri Mercier, le père de Julien, lance sa propre investigation parallèle. Ancien militaire, il ne fait pas entièrement confiance à l'enquête officielle. Il interroge lui-même tous les randonneurs qui étaient dans la région ces jours-là. Il embauche un détective privé en 1979. Il écrit des lettres aux autorités exigeant la reprise des recherches. Rien n'y fait. Le dossier reste fermé. Isabelle Dumont, la fiancée de Julien, ne se mariera jamais. Elle devient médecin comme prévu, mais consacre sa vie professionnelle aux autres, incapable de construire une vie personnelle. La bague de fiançailles que Julien lui avait offerte ne quittera jamais son doigt. Au fil des ans, différentes théories émergent dans la petite communauté des montagnards de Chamonix.
Certains parlent d'une secte qui aurait sévi dans les montagnes à cette époque. D'autres évoquent un trafic de drogue, suggérant que les étudiants auraient été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Les théories les plus fantaisistes parlent d'ovnis ou de disparitions mystiques, mais rien de concret n'émerge jamais. En 1983, 5 ans après la disparition, un randonneur trouve un appareil photo Nikon F2 coincé entre des rochers à plusieurs kilomètres de la zone de recherche initiale. L'appareil est endommagé par les intempéries, la pellicule à l'intérieur est probablement inutilisable. On le remet aux gendarmes qui l'ajoutent au dossier, mais personne ne pense à essayer de développer la pellicule. L'appareil est catalogué et rangé dans les archives avec les autres pièces à conviction. Les années 90 voient un regain d'intérêt médiatique pour l'affaire. En 1995, une journaliste de France 3 Rhône-Alpes réalise un documentaire sur les disparitions inexpliquées en montagne. Elle consacre un long segment aux 4 étudiants lyonnais. Elle interroge les familles, retourne sur les lieux, consulte le dossier. Mais elle ne découvre rien de nouveau. Le mystère reste entier. En 1998, 20 ans après les faits, Jacques Fontaine organise une marche commémorative. Une trentaine de personnes font le trajet du refuge de Tête-Rousse jusqu'à la zone du glacier de Bionnassay. Ils déposent une plaque en bronze portant les noms des 4 disparus. La cérémonie est sobre, poignante. Les parents sont maintenant âgés, certains sont malades. Catherine Fontaine, 68 ans, marche difficilement, s'appuyant sur sa canne. Suzanne Villeneuve, venue spécialement de Toulouse malgré la maladie d'Alzheimer qui commence à l'affecter, regarde la montagne avec des yeux vides, ne sachant plus vraiment pourquoi elle est là. Le temps passe, les familles vieillissent, l'espoir s'amenuise. On ne parle plus de retrouver les étudiants vivants, bien sûr, cette illusion est morte depuis longtemps. Mais on espère encore au moins retrouver les corps, pouvoir les enterrer, avoir une tombe où se recueillir. Même ce maigre espoir semble de plus en plus vain à mesure que les années s'accumulent. Et puis vient l'année 2003, 25 ans exactement après la disparition. Personne ne s'attend à ce que cette année enfin livre ses secrets. Au printemps 2003, la Fédération française des clubs alpins et de montagne décide de rénover entièrement le refuge de Tête-Rousse. Le bâtiment, vieux de plus de 80 ans, commence à montrer des signes de fatigue structurelle. Les murs en pierre nécessitent une consolidation, l'isolation thermique doit être améliorée, les installations sanitaires modernisées. C'est un projet d'envergure budgétisé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Robert Chauvin a pris sa retraite en 1999, après 36 ans, passés comme gardien. Son remplaçant, Daniel Perrin, 45 ans, accueille favorablement le projet de rénovation. Le refuge doit fermer temporairement de mai à septembre 2003 pour permettre les travaux. L'entreprise de construction choisie pour le projet est une société savoyarde spécialisée dans les travaux en haute altitude, montagne et bâtiments SARL, basée à Saint-Gervais-les-Bains. Le chef de chantier, Christophe Arnaud, 38 ans, a une solide expérience des chantiers en montagne. Aucun lien de parenté avec Denis Arnaud, le nom Arnaud étant très courant dans la région. Les travaux commencent le 12 mai 2003. Une équipe de 8 ouvriers monte quotidiennement au refuge par téléphérique, transportant matériaux et outils. Les premières semaines sont consacrées à la démolition des installations vétustes et au renforcement des fondations. Le 23 juin 2003, en fin de matinée, 2 ouvriers, Pascal Morel et Thierry Blanc, travaillent sur la réfection d'un mur intérieur dans l'ancienne zone de stockage du refuge. Ce mur en pierre naturelle présente plusieurs fissures importantes et doit être partiellement reconstruit. Armés de leurs marteaux-piqueurs, ils commencent à démanteler la section endommagée. Vers 11h15, alors que Pascal attaque une partie basse du mur, son marteau-piqueur rencontre une résistance inattendue. La pierre se détache, révélant une cavité. Ce n'est pas rare dans ces vieux murs en pierre, des poches d'air se forment naturellement lors de la construction. Mais quand Pascal éclaire l'intérieur de la cavité avec sa lampe frontale, il voit quelque chose de totalement inattendu. Un objet, un appareil photo,
coincé dans cette cavité du mur. Pascal appelle Thierry. Ensemble, ils examinent la découverte. L'appareil est un Nikon F2, reconnaissable malgré la poussière qui le recouvre. Le boîtier métallique a protégé le mécanisme intérieur de l'humidité. Il y a quelque chose d'étrange, presque inquiétant, à trouver un appareil photo ainsi dissimulé dans un mur de refuge. Christophe Arnaud, le chef de chantier, est immédiatement alerté. Il examine l'appareil avec attention. La cavité dans laquelle il était caché ne semble pas naturelle. Quelqu'un a délibérément creusé un espace dans le mortier entre les pierres, y a placé l'appareil, puis a refermé l'ouverture avec un mélange de terre et de petites pierres. C'était une cachette intentionnelle. Christophe est un homme méthodique. Quelque chose dans cette découverte le met mal à l'aise. Pourquoi quelqu'un cacherait-il un appareil photo dans le mur d'un refuge ? Il décide de ne pas continuer les travaux sur ce mur et appelle Daniel Perrin, le gardien actuel. Daniel monte au refuge dans l'après-midi même. Quand Daniel voit l'appareil, une vague de souvenirs lui revient. En 1983, un appareil photo Nikon avait été trouvé dans la région. Il était lié à l'affaire des 4 étudiants disparus. Mais cet appareil-là avait été versé aux archives de la gendarmerie. Celui-ci est différent, visiblement. Serait-ce l'appareil d'un des autres étudiants ? Marc Villeneuve était photographe amateur. Il avait forcément un appareil avec lui. Daniel Perrin contacte la gendarmerie de Chamonix. Le capitaine Sylvain Duchamp, qui dirige désormais la brigade, se déplace personnellement le lendemain. À 52 ans, Duchamp est un vétéran du PGHM. Il connaît l'affaire des étudiants disparus. C'est un des cold cases les plus célèbres de la région. Lui-même n'était qu'un jeune gendarme en formation en 1978, mais il a étudié le dossier quand il est arrivé à Chamonix en 1990. Duchamp examine la cachette. L'appareil est soigneusement extrait et placé dans un sac de preuves. De retour à la gendarmerie, il l'examine en détail. Le Nikon F2 porte des marques d'usure cohérentes avec une utilisation en montagne. Sur le dessus du boîtier, gravées au couteau de façon maladroite, 3 lettres. MEV, Marc Villeneuve. Mais ce qui intéresse le plus Duchamp, c'est le compteur de vue. Il indique 36, le maximum pour une pellicule standard. Une pellicule complète est donc toujours dans l'appareil. Après 25 ans, il y a très peu de chances qu'elle soit encore exploitable. Mais il faut essayer. Le 26 juin 2003, l'appareil est envoyé au laboratoire de la police technique et scientifique de Lyon. Le technicien qui s'en occupe, Laurent Roussel, est un expert en photographie argentique qui a travaillé sur de nombreuses affaires criminelles. Il ouvre l'appareil dans une chambre noire totale. La pellicule Kodak Tri-X 400 ASA est miraculeusement encore en place dans le boîtier. Le film est sec, ce qui est un bon signe. L'environnement relativement stable du mur de pierre a protégé la pellicule des variations extrêmes de température et d'humidité. Laurent Roussel utilise un processus de développement spécial pour les pellicules anciennes, en réduisant le temps de bain et en ajustant la chimie. Il travaille avec une extrême précaution. Le développement prend 3 heures. Puis vient le moment de vérité. Accrochez la pellicule développée pour voir si des images sont apparues. Des images sont là, 36 photos. Certaines sont voilées, d'autres parfaitement nettes. Et elles racontent une histoire. Le 28 juin, le capitaine Duchamp reçoit les tirages par courrier sécurisé. Il s'enferme dans son bureau et commence à les examiner une par une, dans l'ordre chronologique. Les 10 premières photos montrent les 4 étudiants lors de leur montée vers le refuge de Tête Rousse. Des photos joyeuses, pleines de vie. Léa pointant une fleur alpine, Sophie riant aux éclats, Julien consultant sa carte, des autoportraits du groupe, l'appareil tenu à bout de bras. Les photos 11 à 20 capturent le coucher de soleil depuis le refuge, le Mont Blanc majestueux, les sommets enneigés teintés de rose et d'orange. Les photos 21 à 28 documentent l'ascension vers le glacier de Bionnassay, le sentier, les rochers, le glacier lui-même dans toute sa splendeur, une photo du groupe devant la langue glaciaire. Puis vient la photo 29. Elle montre la zone d'éboulement sur le sentier.
Au premier plan, des rochers instables. Mais en arrière-plan, flou mais identifiable, une silhouette humaine. Un homme seul sur le sentier, environ 50 mètres derrière la position du photographe. La photo 30 est un zoom de cet homme. L'image est granuleuse à cause de l'agrandissement et du grain de la pellicule 400 ASA, mais on distingue des détails. Un homme d'âge moyen, barbu, vêtements de montagne sombres, qui semble observer dans leur direction. Les photos 31 à 33 montrent le glacier sous différents angles. Photos techniques, bien composées. La photo 34 montre les 3 autres étudiants posant ensemble, souriant, près du glacier. C'est probablement une des dernières images heureuses de leur vie. La photo 35 fait bondir le cœur du capitaine Duchamp. Elle montre le même homme que sur les photos 29 et 30, mais cette fois beaucoup plus proche. On le voit en pied, avançant entre les rochers. Son visage est maintenant clairement visible. Et dans son regard, même sur une photographie en noir et blanc, vieille de 25 ans, on peut lire une hostilité palpable. La photo 36, la dernière sur la pellicule, est celle qui bouleverse tout. Elle montre l'homme à moins de 10 mètres, dans la petite clairière rocheuse. Il tient un objet dans sa main droite, un objet long, métallique, un couteau. Son visage est déformé par une expression de rage. L'angle de la photo est légèrement incliné, comme si le photographe avait pris le cliché dans la précipitation, peut-être dans la peur. Duchamp reste plusieurs minutes à fixer cette dernière image. Après 25 ans, il tient enfin une preuve. Ces 4 étudiants n'ont pas été victimes d'un accident de montagne, ils ont été assassinés. Et leur meurtrier est là, sur cette photographie, figé pour l'éternité par l'objectif de Marc Villeneuve. Le capitaine Sylvain Duchamp sait qu'il doit agir vite, mais méthodiquement. Il réunit immédiatement son équipe. 4 gendarmes expérimentés sont assignés à plein temps sur l'affaire. La première étape est l'identification de l'homme sur les photographies. Les clichés sont numérisés et améliorés numériquement par le laboratoire de Lyon. Les techniciens utilisent des logiciels spécialisés pour augmenter la netteté, réduire le grain, améliorer le contraste. Même avec ces améliorations, l'homme reste partiellement reconnaissable, mais pas immédiatement identifiable. Il faut le comparer à des personnes connues. Duchamp reprend méthodiquement tous les éléments du dossier de 1978. Il dresse une liste de toutes les personnes qui étaient dans la région de Chamonix durant la période du 14 au 16 août. Les registres des refuges, heureusement conservés, fournissent des noms. Il y avait Robert Chauvin, le gardien du refuge de Tête-Rousse à l'époque, les familles allemandes, le couple suisse, les 2 guides de haute montagne, une dizaine d'autres randonneurs qui sont passés dans la région ces jours-là. Le 2 juillet 2003, Duchamp convoque Robert Chauvin, maintenant âgé de 84 ans et vivant sa retraite dans un petit appartement à Chamonix. Le vieil homme arrive à la gendarmerie appuyé sur une canne, accompagné de sa fille. Il examine longuement les photographies, particulièrement les agrandissements du visage de l'homme. Robert réfléchit longuement, plissant les yeux. Puis, soudain, son visage change d'expression. Il reconnaît quelque chose. Il demande à Duchamp s'il a accès aux anciens registres du personnel des refuges. Duchamp fait apporter les archives. Robert feuillette les documents jusqu'à trouver ce qu'il cherche. Il pointe du doigt une photographie d'identité agrafée à un dossier de personnel datant de 1972. La photo montre un homme d'environ 35 ans, au visage dur, aux yeux sombres. Le nom sur le dossier, Denis Arnaud, gardien de refuge de 1972 à février 1978. Robert explique que Denis Arnaud était son prédécesseur au refuge de Tête-Rousse. Il avait été licencié 6 mois avant la disparition des étudiants pour comportement inapproprié. Plusieurs plaintes de randonneurs avaient été déposées. Denis était devenu de plus en plus instable, agressif, parfois menaçant. La Fédération des clubs alpins avait décidé de ne pas renouveler son contrat. Robert avait pris sa place en mars 1978. Duchamp compare la photo d'identité de Denis Arnaud de 1972 avec les images agrandies de l'homme sur les photographies de Marc Villeneuve.
6 ans séparent les deux images, et les conditions sont très différentes, mais les similitudes sont frappantes. La forme du visage, la position des oreilles, la ligne du nez. C'est très probablement le même homme. Robert ajoute un détail crucial. Denis Arnaud vivait dans un chalet isolé près des Ouches. Après son licenciement, il avait disparu de la circulation. Robert avait entendu dire qu'il traînait encore dans les montagnes, campant sauvagement, évitant les contacts sociaux. Mais Robert ne l'avait jamais revu personnellement après son départ. Duchamp demande si Denis Arnaud a de la famille, des proches. Robert explique que Denis était un homme solitaire. Ses parents étaient morts quand il était jeune. Il n'avait jamais été marié, pas d'enfants connus. Quelques cousins éloignés peut-être, mais Denis ne parlait jamais d'eux. Le capitaine Duchamp lance immédiatement des recherches sur Denis Arnaud. Les bases de données informatiques, inexistantes en 1978, permettent maintenant de retrouver rapidement des informations. Denis Arnaud, né le 3 mars 1936 à Chamonix, est décédé le 22 novembre 1988 à l'hôpital de Sallanches. Cause du décès, cirrhose hépatique. Il avait 52 ans. Denis Arnaud est mort depuis 15 ans. Il ne pourra jamais être jugé pour ses crimes. Mais Duchamp veut quand même comprendre ce qui s'est passé, reconstituer les événements, donner aux familles les réponses qu'elles attendent depuis 25 ans. Le 5 juillet, Duchamp se rend au chalet où Denis Arnaud vivait. Le bâtiment, abandonné depuis sa mort, appartient maintenant à la commune des Ouches qui ne sait qu'en faire. C'est une petite construction en bois, délabrée, envahie par la végétation. Duchamp, accompagné de 2 gendarmes et d'un serrurier, force l'entrée. L'intérieur est dans un état lamentable. Des années d'abandon ont permis aux rongeurs et à l'humidité de tout ravager. Mais il reste des traces de l'existence de Denis Arnaud, de vieux vêtements moisis dans une armoire, des outils rouillés, et dans un tiroir de la seule table de la pièce principale, des documents. Parmi ces documents, Duchamp trouve quelque chose d'extraordinaire. Un carnet. Les pages sont gondolées par l'humidité. L'encre est pâlie, mais on peut encore lire des passages. C'est une sorte de journal intime, décousu, où Denis Arnaud notait ses pensées. Les entrées ne sont pas datées précisément, juste parfois 1 mois et 1 année. Duchamp photographie chaque page et les fait analyser par un graphologue qui confirme que l'écriture correspond bien à celle de Denis Arnaud sur ses anciens documents administratifs. Les premières entrées, datant de 1973 à 1977, sont relativement normales. Denis y parle de son travail au refuge, de la montagne, de sa solitude. Mais à partir de 1978, après son licenciement, le ton change radicalement. L'écriture devient plus nerveuse, les phrases plus décousues. Une entrée de mars 1978 dit « Ils m'ont pris ma montagne, ils m'ont tout pris, je n'existe plus ». Une autre de juin 1978, je les observe. Tous ces gens qui viennent ici comme si c'était leur jardin, ils ne respectent rien, ils ne méritent pas d'être ici. Puis, en août 1978, une série d'entrées glaçantes. 15 août, 4 jeunes, ils rient, ils sont heureux. Pourquoi ont-ils le droit d'être heureux alors que ma vie est détruite? Les ai suivis, ils ne me voient pas. Je sais comment marcher sans être vu. La montagne est mienne. L'un d'eux me prend en photo, comme si j'étais un animal curieux. Je vais leur montrer. Puis, après plusieurs pages laissées vierges, une dernière entrée concernant cet événement, daté de septembre 1978. C'est fini. Je les ai fait taire. Tous les 4. La montagne les a repris. Leurs cris ne résonnent plus, mais l'appareil. J'ai oublié l'appareil. Je suis retourné. Je l'ai trouvé. Je l'ai caché. Personne ne le trouvera. Jamais. Ces mots, écrits de la main du meurtrier lui-même, sont la confession que Duchamp espérait trouver. Il confirme ce que les photographies suggéraient. Denis Arnaud a assassiné les 4 étudiants. Et il a caché l'appareil photo de Marc dans le mur du refuge, probablement lors d'une visite nocturne, quelques jours ou semaines après les faits, alors que les recherches battaient encore leur plein. Le 8 juillet, Duchamp organise une conférence de presse à Chamonix.
Il annonce publiquement que l'affaire de la disparition des 4 étudiants lyonnais a été résolue après 25 ans. Il explique la découverte de l'appareil photo, les photographies, l'identification de Denis Arnaud, la découverte du journal intime. Il précise que le meurtrier est décédé depuis 15 ans et ne pourra donc pas être traduit en justice, mais que l'affaire est désormais élucidée. La nouvelle fait la une de tous les journaux régionaux et de plusieurs nationaux. France 3 diffuse un reportage spécial. L'affaire qui avait hanté la région pendant un quart de siècle trouve enfin une explication. Le 9 juillet 2003, le capitaine Sylvain Duchamp se rend personnellement à Grenoble pour rencontrer Jacques et Catherine Fontaine, les parents de Léa. Le couple, maintenant âgé respectivement de 73 et 70 ans, vit dans le même appartement depuis 40 ans. Leur fille est partie il y a 25 ans et n'est jamais revenue. Duchamp sonne à leur porte à 14 heures précises. C'est Jacques qui ouvre, son visage marqué par les années et le chagrin. Quand il voit l'uniforme de gendarme, son cœur se serre. Après tant d'années, une visite officielle ne peut signifier qu'une chose. On a trouvé quelque chose. Ils s'assoient tous les trois dans le salon. Catherine tremble légèrement. Duchamp, avec toute la délicatesse dont il est capable, leur explique ce qui a été découvert. Il leur montre les photographies, celles où Léa sourit, vivante, heureuse, dans ses derniers moments avant la tragédie. Catherine porte la main à sa bouche, les larmes coulent immédiatement. Jacques fixe les images sans un mot, ses mâchoires serrées. Puis Duchamp leur explique ce qui s'est réellement passé. Denis Arnaud, le journal intime, l'assassinat. Il leur dit que leur fille n'a pas souffert longtemps, qu'elle était avec ses amis, qu'ils étaient ensemble. Il ne peut pas leur dire exactement comment ils sont morts. Le journal de Denis Arnaud ne donne pas ces détails, mais il peut leur assurer que maintenant, au moins, ils savent la vérité. Catherine demande d'une voix brisée où est le corps de sa fille. Duchamp doit avouer qu'ils ne savent pas encore. Denis Arnaud n'a rien écrit sur l'emplacement des corps dans son journal. Mais une nouvelle campagne de recherche va être lancée, avec des moyens modernes, pour tenter de les localiser. Jacques, qui n'a pas parlé jusqu'ici, demande à voir les photographies de Denis Arnaud. Duchamp hésite, puis lui montre les agrandissements du visage de l'homme sur les dernières photos de Marc. Jacques étudie longuement ce visage de l'homme qui a tué sa fille. Puis il dit simplement « Au moins, maintenant, il a un nom. Le monstre a un nom ». La même scène se répète à Toulouse avec Albert et Suzanne Villeneuve, les parents de Marc. Albert, 81 ans, est en mauvaise santé, son cœur fragile supportant mal les émotions fortes. Suzanne, 78 ans, lutte contre la maladie d'Alzheimer qui lui fait oublier des pans entiers de sa vie, mais, étrangement, elle se souvient parfaitement de Marc, de son sourire, de sa passion pour la photographie. Quand Duchamp leur montre les dernières photos prises par leur fils, Suzanne pleure silencieusement. Elle dit que Marc était courageux, qu'il a continué à photographier jusqu'au bout, qu'il a voulu laisser une preuve. Ces photos sont son dernier cadeau au monde, la preuve qu'il a existé, qu'il a vécu, qu'il a été assassiné et n'a pas simplement disparu. À Lyon, Antoine et Monique Garnier, les parents de Sophie, 82 et 80 ans respectivement, reçoivent Duchamp dans leur maison de la Croix-Rousse. La chambre de Sophie est toujours intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps. Monique demande à voir les photos où Sophie apparaît. Elle caresse l'image du bout des doigts, comme si elle pouvait toucher sa fille à travers le papier photographique. Antoine, plus pragmatique, veut savoir si des poursuites judiciaires sont possibles contre la succession de Denis Arnaud ou contre les institutions qu'il avait employées malgré ses problèmes comportementaux. Duchamp explique que juridiquement c'est complexe, mais qu'un avocat pourra les conseiller. Henri Mercier, le père de Julien, 79 ans, vit seul à Annecy depuis le décès de sa femme en 1995. Isabelle Dumont, l'ancienne fiancée de Julien, maintenant médecin de 50 ans exerçant à Paris, fait spécialement le déplacement pour être présente lors de la visite de Duchamp. Henri écoute les explications sans montrer beaucoup d'émotion. C'est un ancien militaire, formé à contrôler ses sentiments. Mais quand Duchamp lui tend les photographies,
Sa main tremble. Il voit son fils, jeune, fort, vivant, dans ses derniers moments. Isabelle, assise à côté de lui, laisse échapper un sanglot. Henri demande pourquoi Denis Arnaud a fait ça. Duchamp explique ce qu'ils ont compris du journal intime. Un homme profondément perturbé, isolé, qui avait perdu la seule chose qui donnait un sens à sa vie, son travail en montagne. Les 4 étudiants, avec leur jeunesse, leur bonheur, leur insouciance, avaient déclenché en lui une rage meurtrière. Isabelle demande si on retrouvera les corps. Duchamp répond honnêtement. Peut-être, peut-être pas. 25 ans ont passé, mais ils vont essayer. Le 12 juillet 2003, une nouvelle expédition de recherche est lancée dans la zone où les sacs à dos avaient été trouvés en 1978. Une équipe de 15 gendarmes du PGHM, équipés de matériel moderne, explore systématiquement chaque recoin. Ils utilisent des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, des sondes pour explorer les crevasses, même un radar à pénétration de sol pour détecter des anomalies sous la surface. Le 17 juillet, dans la petite clairière rocheuse entourée de parois, celle où la dernière photo a probablement été prise, les chiens marquent un point. Les gendarmes commencent à creuser. À 50 cm de profondeur, sous des pierres soigneusement empilées, ils trouvent les premiers os. Le travail d'exhumation est long et méticuleux. Il faut préserver chaque indice, photographier chaque étape. Au fil des heures, 4 squelettes sont progressivement mis au jour. Ils ont été enterrés ensemble, dans une fosse peu profonde, puis recouverts de pierres et de terre. Les restes sont transportés à l'Institut médico-légal de Lyon pour analyse. L'anthropologue médico-légal, le docteur Martine Blanc, mène les examens. Elle confirme qu'il s'agit de 4 individus, 2 hommes et 2 femmes, tous jeunes adultes. Les analyses ADN, comparées aux échantillons prélevés sur les parents, confirment définitivement les identités. Léa Fontaine, Marc Villeneuve, Sophie Garnier et Julien Mercier. L'examen des squelettes révèle la cause de la mort. Les 4 présentent des fractures du crâne cohérentes avec des coups violents portés par un objet contondant. 2 squelettes montrent également des traces de traumatisme perforant au niveau du thorax, probablement causé par un couteau. La mort a été brutale, mais probablement rapide. C'est une maigre consolation pour les familles. Le docteur Blanc trouve également, coincé entre les côtes du squelette identifié comme étant Julien Mercier, un fragment de lame de couteau brisé. Ce fragment correspond exactement au type de couteau de chasse couramment utilisé par les gardiens de refuge à l'époque. Une pièce à conviction supplémentaire, même si elle n'est plus nécessaire pour prouver la culpabilité de Denis Arnaud. Le 25 juillet 2003, une cérémonie funéraire est organisée à Lyon, dans l'église Saint-Bruno des Chartreux, dans le quartier de la Croix-Rousse. Les 4 cercueils sont alignés devant l'autel, recouverts de draps blancs. Après 25 ans d'attente, les familles peuvent enfin enterrer leurs enfants. L'église est remplie. Les parents, bien sûr, ceux qui sont encore en vie et en état de se déplacer. Jacques et Catherine Fontaine, appuyés l'un sur l'autre. Albert Villeneuve en fauteuil roulant, son cœur fragile ne lui permettant plus de marcher longtemps. Suzanne Villeneuve à ses côtés, lucide aujourd'hui grâce aux médicaments. Antoine et Monique Garnier, vieillards fragiles agrippés l'un à l'autre. Henri Mercier, droit comme un i malgré son grand âge. Isabelle Dumont, la bague de fiançailles toujours au doigt après 25 ans. Mais il y a aussi des centaines d'autres personnes. D'anciens camarades de classe des victimes, maintenant quadragénaires, venus avec leurs propres enfants, des professeurs retraités de l'Université de Lyon, des membres du club alpin universitaire, des habitants de Chamonix qui se souviennent des recherches de 1978, des journalistes, des gendarmes, dont le capitaine Duchamp au premier rang. L'archevêque de Lyon célèbre personnellement la messe. Dans son homélie, il parle du mystère du mal, de l'incompréhensibilité de la violence, mais aussi de l'importance de la vérité et de la mémoire. Il dit que ces 4 jeunes gens, même dans la mort, ont continué à témoigner à travers les photographies de Marc, à travers la détermination de leurs familles qui n'ont jamais abandonné. Après la cérémonie religieuse, les cercueils sont transportés au cimetière de Loyasse, surplombant Lyon.
4 tombes ont été préparées, côte à côte, comme les 4 amis l'étaient dans la vie. Sur chaque pierre tombale, le nom, les dates de naissance et de décès et une inscription commune, partis ensemble en montagne, réunis pour l'éternité. Dans les semaines qui suivent, plusieurs développements se produisent. Le procureur de la République de Bonneville rend publique une déclaration officielle confirmant que Denis Arnaud est bien l'auteur des 4 meurtres, que l'enquête est close et que même s'il ne peut plus être poursuivi en raison de son décès, la vérité a été établie. Les parents des victimes, conseillés par un avocat, intentent une action civile contre la Fédération française des clubs alpins et de montagne, arguant que l'institution avait fait preuve de négligence en employant Denis Arnaud malgré ses antécédents de comportement violent, puis en ne surveillant pas ses agissements après son licenciement. L'affaire sera réglée à l'amiable en 2005, la fédération versant une compensation financière substantielle aux familles tout en niant toute responsabilité légale. Robert Chauvin, l'ancien gardien, décède paisiblement dans son sommeil en 2004 à 85 ans. Jusqu'à la fin, il se reprochait de ne pas avoir fait le lien plus tôt avec Denis Arnaud, même s'il n'avait aucun moyen de savoir que son prédécesseur était devenu un meurtrier. En 2006, France 3 diffuse un documentaire d'1h30 sur l'affaire, intitulé « Les dernières photos ». Le programme reconstitue minutieusement les événements, en utilisant les photographies de Marc, les témoignages des familles et des images de la montagne. Le documentaire obtient une audience exceptionnelle et remporte le prix du meilleur documentaire d'investigation au Festival du film policier de Cognac. Les parents vieillissent. Catherine Fontaine décède en 2008 à 75 ans d'un cancer du poumon. Jacques la suit un an plus tard, en 2009, d'une crise cardiaque. Ils sont enterrés à Grenoble, dans le caveau familial. Sur leur tombe, leur fille Léa a ajouté une inscription « Retrouvée avec leur fille bien-aimée ». Albert Villeneuve meurt en 2007, son cœur fragilisé cédant finalement. Suzanne lui survit jusqu'en 2012, mais la maladie d'Alzheimer efface progressivement tout, même le souvenir de Marc. C'est peut-être une forme de miséricorde. Antoine Garnier décède en 2010 à 89 ans. Monique continue de vivre dans la maison de la Croix-Rousse jusqu'en 2015, visitant la tombe de Sophie chaque dimanche. Elle meurt à 92 ans, paisiblement, dans son sommeil. La maison est vendue, la chambre de Sophie finalement vidée après 37 ans. Henri Mercier, l'ancien militaire, survit jusqu'en 2018, atteignant l'âge respectable de 95 ans. Jusqu'au bout, il reste digne, stoïque. Il meurt chez lui à Annecy, entouré de ses petits-enfants, ceux qu'il aurait eus avec une autre femme que sa défunte épouse. Isabelle Dumont assiste à ses funérailles. Elle a maintenant 65 ans, toujours célibataire, toujours fidèle aux souvenirs de Julien. Au refuge de Tête-Rousse, entièrement rénové et modernisé, une plaque commémorative a été installée en 2004. Elle porte les noms de Léa Fontaine, Marc Villeneuve, Sophie Garnier et Julien Mercier, et une phrase simple. En mémoire de 4 amis qui aimaient la montagne et y ont trouvé la mort. Que leurs âmes reposent en paix parmi les sommets qu'ils chérissaient. L'appareil photo Nikon F2 de Marc, après avoir servi de pièce à conviction, a été restitué à la famille Villeneuve en 2004. Suzanne l'a conservé précieusement jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, il est exposé au musée alpin de Chamonix, dans une vitrine dédiée à l'histoire tragique. À côté de l'appareil, plusieurs des photographies prises par Marc sont affichées. Celles qui montrent la beauté de la montagne, la joie de ses amis, mais aussi dans un coin plus sombre de la vitrine, celle qui montre Denis Arnaud. Un rappel que même dans les plus beaux endroits, le mal peut se cacher. Les années passent, l'affaire devient une partie de l'histoire locale, racontée aux nouvelles générations de randonneurs comme un avertissement, mais aussi comme une histoire de résolution, de vérité finalement établie. Les guides de montagne la mentionnent parfois à leurs clients, non pour les effrayer, mais pour leur rappeler que la montagne exige respect et prudence.
En 2023, 45 ans après les faits, 20 ans après la découverte de l'appareil photo, la municipalité de Lyon décide de nommer 4 rues dans un nouveau quartier en développement en l'honneur des victimes. Rue Léa Fontaine, rue Marc Villeneuve, rue Sophie Garnier et rue Julien Mercier. 4 rues parallèles symbolisant l'amitié qui les unissait. L'histoire de ces 4 étudiants, de leur passion pour la montagne, de leur fin tragique et de la vérité finalement révélée par un simple appareil photo caché pendant 25 ans, continue de toucher les gens. Elle rappelle que la technologie, même simple, peut traverser le temps et parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Marc Villeneuve, en continuant à photographier jusqu'au dernier moment, a donné à sa famille et à celle de ses amis le plus grand des cadeaux, la vérité. La montagne, elle, reste impassible, éternelle. Les sommets qui ont vu mourir 4 jeunes gens en 1978 continuent d'attirer des milliers de randonneurs chaque année. Le glacier de Bionnassay poursuit son lent recul sous l'effet du réchauffement climatique. Les sentiers sont toujours là, parcourus par de nouveaux marcheurs qui ignorent souvent le drame qui s'y est déroulé il y a si longtemps. Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui ont connu Léa, Marc, Sophie et Julien, ou qui ont entendu leur histoire, ces montagnes portent à jamais la mémoire de 4 vies pleines de promesses, brutalement interrompues par la folie d'un homme, et finalement honorées par la révélation de la vérité. Cette affaire nous montre comment la vérité peut rester cachée pendant des décennies, avant d'être finalement révélée par les moyens les plus inattendus. Un simple appareil photo, dissimulé dans un mur, a permis, après 25 ans, de donner aux familles les réponses qu'elles cherchaient désespérément. Elle nous rappelle aussi que même face au mal le plus incompréhensible, la dignité humaine peut persister, comme Marc Villeneuve, qui a continué à documenter jusqu'au bout, laissant derrière lui un témoignage qui transcenderait sa propre mort. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous perçu les indices au fil du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce type d'affaires mystérieuses résolues contre toute attente.